البابيس يقوم ما دي ظهر يخفيس لابد ساق البابيس ثرويد في كل مكان كل الجنس يتنوى مقران ذو مزيان كل ويقارك يهوى زيك الروس الامريكان فراير ناد الشنوى زيك الروس الامريكان فراير ناد الشنوى يقوم ما دي ظهر يخفيس لابد ساق البابيس D'abord, chers téléspectateurs, bienvenue à cette deuxième partie de notre émission. مرحبا سي سنة روح حشويسين باهي البوسيكي يمكن نهضر في لافروف نهضر في الدبلوماسية نهضر في الديكلاراسيون لافروف كي سمانا كي ميلاد دوك خمسة دونك on va revenir aux déclarations de Lavrov pour le ministre des Affaires étrangères russe pendant une conférence de presse. Sénassa, je vais commencer avec toi s'il te plaît. D'abord, j'imagine que Slimane Azmat Harbi, le candidat يناد امريكان الروس الشينوا ديالو الساحل ديالو ديالو كاتاستمور نسال مشاكل وكيدسن بصح انا صار كان سلاتورا on va écouter d'abord Lavrov ministre des Affaires étrangères russe parce qu'il avait déclaré il a parlé des frontières pour la première fois peut-être d'après beaucoup d'observateurs la première fois qu'un responsable politique d'un pays frère d'un pays ami normalement russe il a osé si je peux dire ce mot parler de frontières algéro-maliennes qui ont été établies par, bien sûr, le colonialiste français. On va écouter d'abord Lavrov, je reviens à toi, Nasser. نعلم أن هناك بعض التوترات بين أصدقائنا في الجزائر وأصدقائنا في مالي هي التوترات التي تتلخص إذا نقول بصراحة بالماضي الاستعماري حيث قام المستعمرون بإدارة إفريقية بطريقة مستقرة دون أخذ بعين الاعتبار أماكن إقامة القوميات والأثنيات. على سبيل المثال نفس الشيء مثل رواندا وبوروندي وتونسي وخوتي. إذا رأينا خريطة أفريقية رأينا أن بعض الحدود هي اصطناعية في الجزائر والمالي نفس المصير شهده شعب تواريغ هذا التاريخ هذه الوراثة تدخل الأمور الحالية فربما لا استثنى أن هذا أيضا نتيجة لمحاولات تأجيج الصراع من قبل المستعمرين السابقين. C'est Nasser, c'est vrai que حدود اصطناعية, si je peux dire, mais c'est le cas c'est pas que de l'Algérie, du monde entier, toutes les frontières des pays entiers, même la Russie, ils ont des frontières اصطناعية entre parenthèses comme il avait dit, mais bon, il est arrivé à ce point à parler que entre l'Algérie et le Mali, ça a créé un débat, ça a créé une réaction de beaucoup d'Algériens. Je comprends, Nasser, cette réaction de beaucoup de militants, ils n'ont jamais accepté, d'après eux, ils n'accepteront jamais que quelqu'un touche à nos frontières, c'est sacré, c'est une ligne rouge. Par contre, Lavrov, il a, si je peux dire, dépassé cette ligne rouge. Tu penses que c'est la même chose? Bien sûr, c'est des déclarations très très graves du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. D'abord, comme tu l'as dit, Selim, c'est un pays avec qui l'Algérie a beaucoup de relations, qui est qualifié comme un pays frère, un pays ami. Et tu sais très bien, puisqu'on a parlé du budget de l'armée, que l'Algérie aussi, presque
80% de son armement vient de la Russie. Il y a un peu la Chine, un peu d'autres pays, et que les militaires algériens sont formés en Russie. Donc il y a une relation qui est quand même historique avec ce pays. Et la sortie de Lavrov, du ministre des Affaires étrangères russe, est une sortie très choquante. Mais aussi, il expose aussi le pouvoir algérien, les autorités algériennes. La question qui se pose à Selim, qu'est-ce qui a poussé Lavrov à faire des déclarations pareilles? On sait très bien que cette réponse est venue après cette question d'une journaliste très très jeune qui n'a pas fait son devoir, son homework, comme on dit en anglais. Elle a commencé à lire une question qui Lavrov a trouvée très embarrassante, si je peux dire. Très provocante. Parler des crimes entre guillemets ou du génocide de Faïlaq al-Roussi. Anciennement, c'était Wagner. Donc, c'est exposer la Russie. Et ça ne peut pas être... une question ne peut pas venir comme ça d'un pays ami. Donc, cette journaliste n'a pas fait son travail comme il faut. Devant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme Sergei Lavrov. Et malheureusement, on est dans la médiocrité. Dans cette médiocrité qui est au cœur de la gestion de tout en Algérie. Pas seulement dans les affaires internes, mais aussi dans les affaires externes, quand on le voit comme ça dans cette question de diplomatie. On n'aurait pas pu, pas posé cette question de cette manière, mais la réponse de Lavrov, c'est une réponse très choquante parce qu'il remet en cause les frontières algériennes alors qu'on n'a jamais eu de problème de frontières avec les pays du Sahel comme le Mali surtout. On partage avec lui 1400 km de frontières. Donc c'est très grave. Ça veut dire que l'Algérie n'a plus de pays amis et qu'il n'y a plus de vision diplomatique et que même les frontières avec les pays du Sahel sont remis en cause par des partenaires stratégiques de l'Algérie. C'est terrible. Comme كده ناس تدغلك ما ليش جبالي si on vient à ces déclarations et si encore une autre d'autres questions sur notre diplomatie, malgré que tu as plusieurs occasions, n'arrête pas d'insister comme quoi maintenant, Algérie, j'ai dit, on a une très bonne diplomatie, on est revenu sur la scène internationale. On écoute encore une fois, parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois qu'il a fait les mêmes déclarations. On l'écoute sur comme quoi il est content par rapport à la diplomatie, on l'écoute et je reviens à toi, Célias. Les choses sont bien reprises. Moi, je suis très content على بالناس النساء والرجال اللي فاتوا في الاتحاد الافريقي وفي بعض السفارات. وان شاء الله نكونوا من حسن الى احسن. المهم دبلوماسيه الجزائر هما الناس تتكلم عليها مش حنا نتكلموا على انفسنا. عاودوا استرجعت الرونق تاعها واسترجعت. C'est vrai que malheureusement ici, on dit les cas de vérité qui font mal. J'aimerais bien ne pas poser des questions pareilles. J'aimerais bien insister comme quand l'Algérie est top, elle est reconnue mondialement, que c'est vrai qu'on est une force mondiale, mais malheureusement c'est ça la réalité. Quand elle te bonne idée, comme qu'elle est satisfaite de cette diplomatie, comme quoi tout le monde est content du retour de l'Algérie. En même temps, comme Nassar l'a bien dit, depuis 62 personnes n'ont osé, si je peux dire, mettre en cause notre frontière. Et bien, cette mise en cause, elle vient d'un des amis de l'Algérie, la Russie. Et on parle ça d'une diplomatie qui est victorieuse. C'est quoi ton analyse, Célias? Tout d'abord, nous sommes Algériens, il faut qu'on dise haut et fort, en hommage au Chouhada, en hommage à celui qui a pris son stylo et paraphé l'acte qui a déclenché l'indépendance de l'Algérie, qui a été assassiné le 18 octobre 1970
Il y a tous les shuhada. Quand ils ont signé, quand nous avons demandé, pas demandé, exigé par la force armée notre indépendance et disposer de notre pays en tant que nation libre, peuple libre, nous avons eu notre indépendance avec des frontières intangibles. Intangibles. C'est-à-dire que notre indépendance d'Algérie, ses frontières sont intangibles. La niqasha fiha. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'erreur du régime, mais nous en tant que citoyens, ne nous intéresse pas le pouvoir ou le régime. Ce qui nous intéresse, c'est la terre. Notre pays, ses frontières sont intangibles. Ça, c'est important ça, c'est important, il faut toujours le rappeler. La deuxième question, c'est que le pouvoir algérien, les autorités algériennes sont tombées. Ils sont tombés encore plus bas après l'isolement inédit des pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, qui ont rappelé leur ambassadeur. L'erreur a été commise. Et moi, j'ai fait une intervention avec Mziane il y a 2 jours, avec Houssine, et j'étais parmi... oui, j'avais une autre lecture. Disons qu'il fallait un petit peu qu'il fallait interpréter autrement les propos de Lavrov. Parce que peut-être c'était une question plus technique que politique. Peut-être il faisait allusion au drone qui est abattu. Et donc, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Donc, le Mali accuse l'Algérie. L'Algérie, elle dit que le drone a violé l'espace algérien. Donc, ça nous remonte à une question de tracé frontalier. C'est ça. Moi, je croyais que c'était comme ça. Il fallait l'interpréter comme ça. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, Lavrov ou la Russie, qui est un partenaire, c'est plus un allié, un partenaire, on va dire, parce que les alliés n'existent plus, mais tout a changé. Un partenaire qui reste quand même historique, commercial et qui nous fournit des armes, donc ne va pas s'aventurer à ce genre de, je veux dire, de propos qui sont choquants. Je rejoins Nasser, mais je pense que lui, il a violé, c'est-à-dire il a transgressé la ligne rouge entre la Russie et l'Algérie, suite à une question qui doit pas être posée, un allié de taille, de poids, même si cet allié qui n'est pas démocratique, mais il reste un allié, parce que si vous perdez la Russie, quasiment vous êtes, on est cuit, on n'a plus d'alliés sur le plan géostratégique, on n'a plus un partenaire avec lequel nous travaillons. Donc cette question qui émanait du journaliste, est-ce qu'on lui a dicté, il fallait dire cette question pour titiller Lavrov et un petit peu, ou est-ce que peut-être, je ne sais pas, ouais, c'est une question comme ça qui n'a pas été préparée. En tout cas, cette question, Salim, elle a fait des dégâts. C'est parce que Lavrov, il n'est pas parti de... je veux dire, il a attaqué directement, disant que nos frontières, que nos frontières sont artificielles. À partir du moment où vous dites artificiel, ça veut dire que le critère d'intangibilité est tombé, surtout de la part d'un poids comme celui de la Russie, et ça veut dire qu'il y a une remise en cause. Ça veut dire quoi, Salim? Ça veut dire que peut-être le Mali peut réclamer une parcelle de terrain. Ça veut dire que, je vous le dis, hein, attention, c'est comme ça il faut interpréter. Ça veut dire qu'un pays peut dire « je récupère partie de mon... » Ça veut dire que le voisin de l'Est, il peut réclamer. Est-ce qu'il faut s'attendre à la réponse des autorités algériennes? Salim, très bonne question, mais le problème, c'est que les autorités algériennes, je pense qu'à mon avis, hein, après, voilà, c'est ma simple analyse, ils sont tellement tétanisés, ils sont tellement choqués de la réaction de leur plus grand allié du monde qui les protège et qui leur fournit l'arme depuis la Révolution jusqu'à maintenant, c'est-à-dire répondre à la Russie directement, c'est-à-dire, attention, la Russie, c'est pas des amateurs, c'est des diplomates. Lavrov, c'est un diplomate, je veux dire, très très chevronné. Répondre par comment? Est-ce que vous allez convoquer l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger? Du jamais vu dans l'histoire. Je pense pas.
personnellement, je mets une pièce. Je ne pense pas que le pouvoir algérien va s'aventurer à convoquer l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, parce que ça veut dire que tous les plans vont tomber. Répondre quoi? Par quel biais? Vous savez très bien que le silence du pouvoir algérien, ça veut dire, est un indicateur de son échec total. Et moi, je ne mets pas en cause, et je ne mets pas sur cette journaliste, forcément, il y a Salim, on a dû lui écrire, rédiger la question. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que moi, je n'ai pas entendu la dernière fois. Elle a dit quasiment que quelque part, que la Fédération de Russie, elle est responsable des crimes commis contre les civils. Vous vous rendez compte? Vous le dites directement à Lavrov. Lavrov, quand même, il a eu son sang-froid. Si vous avez remarqué, la dame qui est à côté de Lavrov, elle était en train de toucher son portable sans brancher, parce que la question, elle est inattendue. C'est une question qui d'un niveau très faible. Et vous savez, ça me rappelle quoi, Salim? Ça me rappelle quand le président Tebboune, il a reçu l'imam Diko. Comment vous voulez être médiateur? Vous voulez arranger le nord et le sud, et vous êtes partie prenante pour régler. C'est tout à notre honneur et tout à notre honneur. Et en même temps, vous invitez l'imam Diko, et même si vous l'invitez discrètement à la rigueur, personne ne le dit, et vous l'invitez à Al-Mouradia, et comment voulez-vous que Goïta vous fasse confiance? C'est ça. C'est des erreurs diplomatiques qui n'ont pas eu lieu d'être. Moi, je me pose la question. Est-ce que l'Algérie, elle a un ministère des Affaires étrangères? Est-ce que l'Algérie, elle a une diplomatie qui fonctionne normalement comme toutes les autres nations du monde? C'est l'échec total. Par contre, c'est lié à ce qu'on a entendu, on a lu dans les médias qu'après cet événement, après le déclaration de Lavrov, que l'Algérie a renforcé économiquement ses relations avec l'Ukraine. C'est quoi? C'est un hasard ou c'est une réponse indirecte par rapport aux directions de Lavrov? Ou comment expliquer juste quelques heures après ou quelques jours après? Et ils ont annoncé le renforcement des échanges, des relations économiques avec l'Ukraine. Pour moi, c'est trop tard. Vous savez, après l'indépendance, c'est pas moi, c'est que nous avons, les dirigeants à cette époque-là, et je le dis, Ben Bella et Boumediene, ils ont voulu prendre la direction, être alliés avec l'Union soviétique, parce que, je suis pas là, je rends hommage à tout le monde. Moi, je suis pas là pour critiquer pour critiquer, mais il fallait rester neutre. Il ne fallait pas ni s'aligner avec l'Union soviétique, ni avec les États-Unis. Vous savez, donc il fallait garder notre neutralité pour qu'on puisse travailler. Nous avons décidé d'être un allié, un partenaire à vie de l'Union soviétique, et nous avons laissé aller des grands peut-être alliés. Peut-être on aurait pu être un allié naturel des États-Unis, sachant que Kennedy quand il a harangué Eisenhower, il lui a dit que le peuple algérien, il doit avoir son indépendance. Que Eisenhower, il a dit à Charles de Gaulle que ce grand peuple algérien doit avoir son indépendance. Vous savez, c'est toute une histoire. Maintenant, le choix idéologique a été fait. Maintenant, c'est trop tard de changer le curseur vers l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays démocratique. Il va se ranger vers les pays occidentaux. Maintenant, ça veut dire quoi? Vous voulez relancer l'économie avec l'Ukraine. L'Ukraine, économiquement, elle est très faible, elle a des ressources, elle est aussi exploitée. Est-ce que c'est une réponse du berger à la bergère? Répondre à qui? À Lavrov, à la Fédération de Russie? Ils vont complètement mettre fin à la vente de l'armement et on va tout perdre, en fait. Moi c'est pas le régime ou le pouvoir algérien qui... Moi, c'est la place de notre pays. Comment positionner notre pays pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit fort, pour qu'il s'en sorte dans cette reconfiguration de carte où le monde, il va dans tous les sens. Là, on ne sait pas qui gère l'Algérie, on ne sait pas qui gère le bateau Algérie, on ne sait pas qui derrière la manœuvre Algérie. Est-ce qu'au sein du pouvoir, est-ce qu'il y a un autre clan qui veut complètement phagocyter notre diplomatie pour neutraliser Tebboune, peut-être pour mettre fin à son deuxième ou pour qu'il ne pense pas à un troisième mandat? Ou est-ce qu'un autre champion, ils vont nous sortir de leur chapeau? En tout cas,
l'Algérie va très mal, l'intérieur va très mal, l'intérieur rejaillit de façon négative sur la politique internationale et sur la diplomatie. Et maintenant, vous avez vu, maintenant on joue au chèque. Si on veut jouer à la roulette russe avec les Russes, c'est une peine perdue. Si on veut titiller les Russes, d'ailleurs, depuis qu'en 2021, quand Tebboune, au lieu de garder la neutralité, moi je vais essayer d'arrêter Haftar et Haftar, sachant que Haftar il était appuyé à la fois par la Russie, à la fois par la Turquie, à la fois par les Émirats. Il fallait ne rien dire, soutenir le peuple libyen pour son unité, mais s'aventurer à dire que je vais arrêter à faire ceci, et moi je vais faire ceci. Nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Quand vous n'avez plus les moyens de vos ambitions, il vaut mieux garder le silence en attendant de jours meilleurs. Que la tempête passe. Merci Elias Djibail, militant politique économiste à partir de Paris. شكرا يعطيك الصحة معززا تلميرتيك. محمد مزيان رحمون, c'est vrai que c'est un sujet quand même très intéressant, très important pour les Algériens. D'abord, tout le monde parle de cette journaliste qui a posé la question. On va essayer de l'écouter encore une fois. On va écouter sa question. On revient à toi, Simouad. السلام عليكم. مريم مزيان من قناة الجزائر الدولية. عبرت عدة دول إفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء عن مخاوف من تواجد عناصر فيلق أفريقيا في بعض البلدان وتعتبره شكلا من التدخل الخارجي في شؤون الداخلية. كيف تتلقى روسيا هذه المخاوف؟ وماذا عن اتهامات هيئات حقوقية دولية بخصوص ارتكاب هذه العناصر لجرائم ضد المدنيين على غرار ما تم في شمال مالي؟ وشكرا. Ну, вам так тщательно все написали, вы добросовестно зачитали все, что было. هم كتبوا لكم وأنتم قرأتم بالتفصيل. الفيلق الإفريقي هو قسم من وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية، والعسكريون الروس لا يرتكبون أي جرائم ضد المدنيين. فإذا مكتب تحرير لديكم أو من طلب منكم الإشارة إلى هذا الموضوع، هناك أمور موضوعية، فمن الضروري عرض هذه الوقائع. محمد, un commentaire sur ce débat, la gravité des déclarations de Lavrov, les menaces maintenant sur nos frontières, et c'est le résultat du manque de vision algérienne. Ça, c'est une analyse de quelques militants. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Concernant la diplomatie, à maintes reprises, nous avons fait des analyses qui confortent effectivement l'échec. Mais on va essayer d'analyser déjà cette scène, de la placer. Premièrement, la question n'est pas appropriée, ni le lieu ni l'espace. L'espace, il est en Russie que la question a été posée. Et en même temps, la réponse aussi de Lavrov, elle démontre des contradictions. Premièrement, il dit que Africa Corp, parce que ce sont des soldats russes, les soldats russes ne commettent pas ce genre de crime, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, oui. Or, combien d'éléments de Wagner sont dans Africa Corp? Donc, premièrement, c'est une contradiction. Et il y a eu effectivement beaucoup, pas tel que la journaliste le dit, parce que la journaliste dit beaucoup de pays du Sahel. Quels sont ces pays du Sahel? Par contre, en Afrique centrale, il y a eu des exactions des groupes Wagner. Qu'on soit bien d'accord. Maintenant, la réponse du diplomate russe, qui est réputé pour sa finesse, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, il oublie que le peuple algérien respecte le peuple russe, et nous sommes conscients, en tant qu'Algériens, tous ceux qui sont morts contre la lutte contre le fascisme et le nazisme. Et la Russie a donné un fort tribut. Mais nous aussi, nous avons donné un fort tribut dans la lutte pour la libération contre le colonialisme. Et le colonialisme est la mère et la racine du fascisme et du nazisme. Donc, dire que nos frontières, le problème entre le Mali et l'Algérie, c'est lié à des frontières donc, liées au colonialisme qui ont été fabriquées par l'ancien colonisateur, il oublie aussi quelque part que même les frontières russes sont totalement fabriquées. La Russie, ce n'est pas que des Blancs, il y a des Tchétchènes. Il y a aussi les Tchétchènes, enfin, il y a des Tchétchènes, il y a plusieurs populations qui ne parlent pas russe du tout. Est-ce que c'est aux Russes de les gérer? Est-ce que ceci est fou. Est-ce que Saint-Pétersbourg, qui appartenait à la Suède,
quand la Suède va être forte, elle va reprendre la Saint-Pétersbourg? Est-ce que toutes les frontières qui ont été conquises par Pierre le Grand, quand les autres vont être forts, ils vont les reconquérir? Est-ce que, et encore, je l'ai dit la dernière fois, ce genre de propos liés aux frontières, etc., c'est Dugin, donc le philosophe russe, a parlé déjà de ce genre de choses. Donc quelque part, il y a une ambiance en Russie, malgré qu'on respecte le peuple russe. Je suis un admirateur de Dostoïevski, même de la littérature russe en général. Quelque part, il y a une ambiance en Russie de voir le monde autrement, n'est-ce pas? Premièrement, n'oublions pas que déjà dans la propagande utilisée par, si vous voulez, le discours politique utilisé par Poutine, il utilise souvent le patriotisme, l'orthodoxie et l'exploitation même du sentiment d'humiliation par rapport à ce que connaît la Russie lors du démantèlement. Il rêve de reconquérir tous les pays qui tournaient autour de l'ex-URSS. Donc quelque part, il y a des velléités impérialistes. Donc pour un pays qui a des velléités impérialistes, on l'avons vu en Crimée, en Géorgie, etc. C'est pour ça que les gens connaissant un tout petit peu la psychologie régnante, ils l'ont provoqué, ils voulaient le piéger à l'origine en Ukraine, parce qu'ils connaissaient sa mentalité, ils savaient pertinemment qu'à n'importe quel moment, la Russie voudrait partir en Ukraine. Et je me souviens avoir entendu Tolstoï, qui est donc un neveu du célèbre écrivain Tolstoï, qui ne le connaît pas, avoir dit dans une interview que même les mouches de Finlande se souviennent de la Russie. Donc voici la Russie d'aujourd'hui. Okay, maintenant revenons à notre Algérie. Est-ce que tu penses, Mohamed, que d'abord Lavrov ne s'attendait pas à des questions pareilles, une question directe et des accusations graves, et c'est une fuite en avant, la seule réponse pour fuir, parce qu'il n'a pas répondu finalement à la question des accusations des ONG, parce que ce n'est pas l'Algérie qui accuse le Wenger ou les Russes de faire des massacres dans le Sahel, mais est-ce que tu penses que Lavrov il était obligé de, en fuyant la question, là, elle est tombée dans une erreur en mettant le doute sur les frontières algéro-maliennes? Il ne peut pas regarder, je viens de citer, concernant les frontières, tout le monde peut s'amuser à critiquer les frontières. Hein. Même les frontières marocaines, les frontières... Tout le monde peut s'amuser. On va pas personne ne joue avec les frontières. Voilà, on n'accuse pas les frontières. Parce que là ce qu'il est en train de faire est non approprié. Hein. Mais la question, elle a été évitée. C'est un diplomate, il était calme, hein, n'est-ce pas? Maintenant, dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a trouvé la réponse, etc. Je ne pense pas que la Russie réellement, à mon sens, que si on prend comment qu'elle est maintenant, ses relations avec la Chine, ses relations avec la Corée, avec même l'Iran, etc. Est-ce que je dirais que l'Algérie, il y a eu des antécédents, hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai cité par exemple, pourquoi peut-être, ce n'est pas que cette question, parce qu'il y a eu aussi des antécédents. J'ai cité l'exemple d'Alexander Ivanov, qui est directeur de l'Union des officiers pour la sécurité internationale, qui a rappelé que plusieurs pays africains aidaient l'Ukraine tout simplement à acheminer à acheminer des officiers, en fait des entraîneurs, des formateurs, et en même temps du matériel militaire. Et il a cité aussi l'Algérie. Et quand on voit le Sahel, il y a des conflits d'intérêts entre l'Algérie et la Russie. Et de ce fait, on peut se dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Parce que cette réponse est une réponse virulente, qu'on ne le veuille pas. Malgré qu'elle est calme. La réponse, elle est virulente, peut-être elle est calme, mais elle vise directement le territoire algérien. Est-ce que tu penses que Mkolagé doit répondre? Bien sûr. Parce que pour le moment, on n'a rien dit, on n'a pas répondu officiellement. Cela dénote, premièrement, cela dénote, vous savez, c'est malheureux. Parce que c'est comme un enfant qui fait une erreur. Il s'agit de la diplomatie. Il ne fallait même pas qu'il y ait eu cette erreur. C'est une grave erreur. Comprenez? C'est russe, mais là, qu'est-ce qu'elle devait faire? Je veux dire que cette journaliste qui représente une télévision officielle, et la pauvre, je la plains vraiment. Parce que non, mais maintenant laisse-moi terminer l'idée que je veux dire. En temps normal, il est tout à fait normal d'avoir une réaction. Comme ils l'ont fait pour les Émiratis, comme ils l'ont fait pour le Mali, etc. Bien sûr, avec un langage diplomatique. Et bien sûr, ils auraient pu convoquer l'ambassadeur, en temps normal. Mais puisque c'est un pays où nous avons des relations,
Je dis peut-être qu'il y a, et bien sûr ce silence témoigne aussi de la faiblesse du régime, parce qu'il s'agit de la Russie. L'Algérie ne fait pas le poids devant la Russie, n'est-ce pas? Avoir encore sur le dos la Russie, vraiment l'avoir sur le dos, c'est-à-dire si la Russie commence vraiment à penser que l'Algérie ne peut plus être un allié, ça va être vraiment problématique pour l'Algérie en tant que pays. Parce que ça va faire que le Mali va être réconforté dans ses positions, il va être soutenu davantage, et bien sûr, il ne faut pas oublier que la Russie n'est pas seule. N'oublions pas que beaucoup ont essayé de l'isoler. Ça n'a pas marché pour eux. Et si on a un problème maintenant avec la Russie, ça sera encore l'isolement encore qui va s'élargir et que c'est l'Algérie qui va se retrouver... Bien sûr, parce que si le régime algérien pense qu'il peut se permettre de discuter dans la Russie a aussi ses groupes de discussion, ses alliés, ses visions stratégiques, ses intérêts. C'est un pays qui a quand même, c'est une puissance qui est sortie, c'est une nouveauté de son territoire. Et tu me dis que l'Algérie, c'est un signe de faiblesse de l'Algérie, que la Russie elle le sait bien, c'est pour ça que Lavrov n'a pas hésité à dire des choses pareilles. Il sait comme quoi le côté algérien ne pourra pas réagir. Certainement qu'il sait que l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, elle est faible. Et ça infirme bien sûr tous les propos tenus comme quoi, bien sûr, ça, en tout cas, je dis que quand on est quand on est un pays qui veut aller vers la puissance, on aspire à être fort, on aspire à dominer notre environnement, on espère à jouer un rôle géopolitique, il faut aller doucement. Ça, c'est clair, pour qu'on puisse. Des pays qui nous dépassent dans le PIB, qui nous dépassent dans l'armement, ils sont très discrets, alors que nous sommes en train de faire, je ne sais pas, du spectacle, etc. Mais n'empêche, les propos de Lavrov sont très graves. Très bien. Rien ne peut justifier. S'il veut répondre au régime algérien, il peut lui répondre, mais il a dépassé un Rubicon rouge qu'il ne fallait pas. Très bien. On va passer à troisième volet, la violence, la violence dans notre société. Restez avec nous. La violence, عصابة الأحياء, comme on dit chez nous, c'est un phénomène qui s'aggrave de jour en jour. Les Algériens ont peur, ils ont peur de cette violence gratuite et grave. Ils utilisent des épées, ils utilisent des armes blanches, pas pour faire peur, mais pour tuer, pour blesser. On a vu ça dans plusieurs quartiers. C'est surtout le plus grave, c'est la réaction des autorités. On voit qu'une impunité générale dans ces quartiers. C'est quoi, Nasser? On vit où exactement avec cette violence? C'est le malaise total, Salim. En plus de ça, avant de parler de ce climat que tu as décrit, un climat très inquiétant pour les Algériens, parce que la violence est devenue un phénomène qui touche presque tous les quartiers, mais aussi qui touche toutes les couches sociales. La violence dans les écoles, la violence dans les stades, même les hôpitaux, les médecins qui sont violentés. Et on est en train d'observer donc ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et qui devient un phénomène très inquiétant. C'est une évolution de la situation qui peut s'expliquer par la situation sociale, mais pas que, parce que même dans les années 90, on a vécu une décennie noire, on n'a pas vécu autant de violence. Je pense qu'elle est aussi un signe aussi de la situation politique que vit notre pays en termes de fermeture politique, mais aussi en termes de violence politique, quand il y a des militants politiques qui sont poursuivis en justice juste parce qu'ils ont posté des posts critiquant la situation politique du pays ou la situation des droits de l'homme ou critiquant même la gestion politique.
Donc la violence, elle est multiforme, elle n'est pas seulement... les causes sont multiformes, elle ne peut pas être présentée seulement comme un manque de moyens. Donc elle est un échec. À la fin, c'est un échec de toute une politique. C'est surtout en Sartanie, l'échec, c'est vrai que surtout cette violence, ça touche les jeunes. Hein, c'est des jeunes, au lieu de... Normalement, ils sont à l'école, hein, si je peux dire. Mais 14 ans, 15 ans, 18 ans, ils sont à s'entretuer avec des épées en plein quartier. Ça, c'est l'échec de l'école, l'échec des parents, l'échec des autorités. C'est quoi exactement? Où est-ce qu'il y a le mal? Le mal à Selim, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus un état de droit. Il n'y a plus de justice, puisque maintenant, souvent, les commentaires qu'on lit sur les réseaux sociaux, ces personnes qui sont montrées du doigt, ces caïds des quartiers, c'est souvent des personnes qui ont été graciées par la grâce présidentielle. Et là, on se pose la question, est-ce que ces personnes donc sont utilisés comme levier contre la société algérienne pour la terroriser, pour essayer de lui faire oublier les priorités qui sont donc un pays de justice, mais aussi un pays des droits, et l'ouverture du champ politique. Et c'est un tout. Depuis 2019, on a vu des milliers d'Algériens qui ont été jetés en prison comme ça, juste parce qu'ils ont fait un petit poste à Selim. Alors qu'on voit ces personnes, des personnes très dangereuses qui menacent la vie des Algériens, leur quiétude, leurs biens aussi. C'est une mauvaise publicité pour notre pays, vous vous rendez compte? Justement, c'est la question qui se pose. Tu viens de me dire, comme tu l'as si bien dit, maintenant, il y a quelqu'un qui écrit un petit post, le lendemain, elle va trouver devant sa porte des dizaines de policiers, ils vont faire toute la fouille de la maison. Il y a des gens qui ont juste l'idée, hein, peut-être de faire une petite marche, hop, ils sont tous arrêtés parce qu'ils ont eu ils ont des yeux partout, hein, dans les cafés, dans les mosquées, dans les quartiers, ils savent tout, ils savent tout ce qui se passe. Par contre, cette violence, on dirait qu'elle soit n'est pas leur priorité, ou soit c'est des événements incontrôlables. Il ne faut pas. Pourtant, la société, si je peux dire, elle est policière, hein, la police elle est partout. Mais comment expliquer ce silence, cette impunité? On laisse faire, Salim. On laisse faire parce que les priorités ne sont pas d'avoir une société où il y a l'aman, la sécurité, alors qu'on n'arrête pas à nous bombarder. Alhamdoulilah, Jazair Amina, Rabbi Atana al-Amn, alors qu'on est en train de voir les Algériens, ils sortent, ils se disent Rabbi Istar. Je ne vais pas me faire agresser, je ne vais pas me faire couper la main avec on les voit avec des épées. Et ça, c'est une évolution qui pose beaucoup de questions sur notre société. Quand on ferme tout, Selim, on ferme le dialogue, on ferme l'ouverture, le champ politique, l'ouverture médiatique. L'Algérien n'a plus le droit à se poser les questions, et tu l'as soulevé. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Les gens vont prendre d'autres formes pour s'exprimer, et parmi d'autres formes, malheureusement, c'est la violence. Et cette évolution de la violence, mais d'autres phénomènes, on peut parler aussi de phénomènes qui touchent le hargal et nos jeunes. C'est le manque d'espoir, c'est le manque de perspective, c'est une situation politique qui asphyxie les Algériens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils soient mineurs. Et ça, c'est ça le danger, c'est cette cohésion de la société algérienne qui est menacée. C'est un danger qui est beaucoup plus que le danger qui vient de l'extérieur. On dirait que maintenant qu'il y a des médias qui prennent conscience, on entend des députés qui en parlent. On va écouter ce député Asdine Azouf, et il en a parlé devant les membres du gouvernement. On écoute, j'en viens à toi, Nasser. لن أركز مع معاليك سيد الوزير في قضية مهمة تؤرق كثير من الجزائريين، ألا وهي قضية عصابات الأحياء والمجرمين
المسبوقين قضائيا. سيد الوزير، هل مهمة السجون أن تخفي المجرمين مؤقتا ثم ترجعهم للمجتمع؟ حول عدد المجرمين ليدخلوا للسجون ثم يعودوا يخرجوا ويرتكبوا جرائم ويعودوا يدخلوا مرة ثانية وثالثة ورابعة. هي ليست دعوة لعدم الحفاظ على إنسانيتنا، بالعكس نحن نثمن مجهودات الدولة الجزائرية، ولكن المواطن الجزائري الذي يدفع من خلال ضريبته معيشتهم وإيواءهم من حقه أن يتنعم بالحرية والأمن والأمان. C'est logique ce qu'il a dit Nasser. Est-ce que les gens, là, ces criminels, hein, dans des quartiers, est-ce que nous, en tant qu'Algériens, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre en paix? Et c'est comme s'ils sont hébergés pour des moments hein, dans des prisons, puis on les relâche et ils refont la même chose. C'est ça, c'est ce sentiment d'impunité qui font qu'ils sont agressifs, ils font ce qu'ils veulent. Oui, le sentiment d'impunité, mais le sentiment d'injustice aussi en Algérie, Salim. C'est que je pense que vous allez parler du cas de Fethi Gharraz, qui a juste pour une petite interview, qui a critiqué le chef de l'État par rapport à ses déclarations. Donc il y a tout un arsenal qui est utilisé contre lui, on le visite chez lui, donc perquisition devant le juge. Le juge, bien sûr, il a été condamné comme tu l'as montré dans une vidéo avec son épouse. Donc pourquoi ces gens-là, tout de suite, on a les moyens pour les faire taire et pour les poursuivre, alors qu'on ne laisse pas, par exemple, les Algériens qui critiquent, qui sont à l'étranger, qui critiquent, on ne laisse pas rentrer chez eux voir leur famille, on ne laisse pas les Algériens qui sont à l'intérieur, qui critiquent, à sortir les ISTN. Donc on est dans un environnement de violence, même cette violence, elle n'est pas physique, mais la façon dont on est en train de gérer l'Algérie depuis 2019, c'est une progression sécuritaire, mais qui a des formes de violence différentes. Et malheureusement, le citoyen sent cette violence à travers les insultes qu'on entend dans les médias, à travers des déclarations des personnalités politiques, à travers même des déclarations du chef de l'État, celui qui te dit yani khayn ad-dar. Donc on est en train d'écouter des termes que les Algériens n'ont pas l'habitude d'écouter. Khayen, ou hada goumi, ou je sais pas quoi. Et là, bien sûr, tout ça, c'est aussi de la violence. Quand on nourrit l'Algérien au quotidien de ces pratiques qui dépassent les pratiques respectables, si on peut dire, dans un état de droit et tout ça, et bien sûr, les gens vont être aussi poussés à la violence. Et on va voir des réactions comme celles qu'on est en train de voir ces derniers jours. Dans des quartiers. Salim. Très bien. Comme كده نصر, c'est Mohamed Mzane Mahmoud, d'abord en tant que militant des droits de l'homme, on parle, il y a des gens maintenant qui parlent de deux poids, deux mesures. Quand tu es militant politique, quand tu as des avis, même, encore une fois, je le redis, même tu le dis en taramé dans un café, ils le savent, parce qu'ils ont des yeux un peu partout. Même Fethi Gharraz, puisqu'on en a parlé, on va essayer de l'écouter, parce que cette semaine, le procureur a requis 3 ans de prison. On va l'écouter encore une fois. Je viens à toi, c'est moi. السلام عليكم وأزول في الأول وبص الخير عليكم. اليوم وقفت في دار الشرع وصرا التماس في حقي 3 سنوات سجن نافذة و30 مليون غرامة على جال انتقدت الرئيس تاع الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر بخلاف الأنظمة الدستورية الديمقراطية اللي الدساتير فيها والقوانين تحمي المواطن من تعسف السلطة، في الجزائر القوانين والدساتير تندار باش تحمي السلطة من رأي المواطن. يلبسوا السلطة السياسية المتعاقبة بالقوانين على شكل كسات ماركة ويخليوا المواطن عريان. هذه هي البلاد،
هذه الجزائر الجديدة، هذه الحجرة تاع الجزائر. تحيا الجزائر والحرية لكل معتقل، وستنتصر الديمقراطية في الجزائر رغم أنف التعسف والاستبداد. وشكرا. هذه الحجرة كما فتح la c'est bien dit, mais يعني tout le monde vous n'arrête pas de dire comme quoi on vit dans un état policier, encadré par la police, par l'armée. Je connais des amis qui reviennent de l'Algérie. Il y a des barrages un peu partout. Tu ne peux pas circuler sur notre route sans voir des barrages. Mais ça n'empêche pas cette violence inouïe dans des quartiers. On n'entend pas les arrestations, on n'entend pas ce phénomène qui se dégrade. Ça se dégrade de plus en plus. C'est comment expliquer ces deux poids, deux mesures? Tu es politicien, tu parles, tu es puni, mais ceux-là, ils se sentent impunis. En tout cas, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, il vient de résumer une des causes de la violence. Tahara, c'est un homme politique, c'est un homme qui lit, c'est un homme qui a une vision. Donc il est dans son élément de politicien, il est en train de subir, il a toute notre solidarité ainsi que sa femme. J'espère que les gens qui sont en Algérie, au moins ils vont les aider moralement, même ils peuvent quand même s'organiser pour les aider, j'espère, financièrement. Mais la violence en général, elle a 4 éléments pour qu'elle puisse, des causes. Il y a des causes économiques et structurelles que j'explique tout simplement par la différence de classe. Donc les personnes voient certains profiter de l'Algérie, une bourgeoisie, des nouveaux bourgeois comme ça, et eux ils sont toujours à peiner, ils se cassent la tête jour et nuit pour rien du tout. Leurs enfants, certains n'arrivent même pas à acheter des habits pour leurs enfants. Donc ça crée des frustrations. Très bien. Et les classes, ça a été noté déjà par, j'ai cité entre autres, l'un de ceux qui ont parlé surtout des classes, c'est Marx. Et j'ai cité bien sûr, il y a d'autres sages, etc., etc. Elle est de forme sociale et culturelle. Quand il y a des dénis linguistiques, quand il y a par exemple une région, elle est favorisée par rapport à une autre. Quand par exemple une culture est favorisée par une autre, une culture est complètement écrasée. Ça crée aussi des frustrations. Ça crée des frustrations et les gens, ces frustrations amènent à la violence. Ils sont d'ordre politique et institutionnel. Quand un régime est illégitime, j'ai oublié un volet, c'est aussi, l'anomie sociale. Dans le volet social et culturel, c'est quoi l'anomie sociale qui a été soulevée par Durkheim? C'est quand par exemple une personne perd des repères, soit même sur le plan légal. La justice, il y a de l'injustice, les gens sont désemparés, ils perdent des valeurs, ils ne savent pas, etc. L'école ne joue plus son rôle, la mosquée ne joue plus son rôle, l'individu se retrouve désemparé, donc ça crée aussi de la violence. Et bien sûr, j'ai parlé aussi du volet politique et institutionnel, c'est quand un régime est illégitime, l'Algérien se dit, de quel droit il me donne des ordres? Pourquoi je vais l'écouter? Et il y a cette mentalité qui fait etc. Il y a aussi individuel. L'individuel, c'est une question de besoin. Il y a des besoins purement physiologiques, biologiques, sexuels, non satisfaits. L'individu, toutes ces frustrations l'amènent aussi à la violence. Et bien sûr, sans parler du déni d'expression, qu'on passe dans le volet politique. Donc l'accumulation de ces phénomènes, et qui existent en société. Et en même temps, n'oublions pas aussi qu'il y a des caïds de quartier, et ça c'est une chose que j'ai vécue. Pendant la période de Bouteflika, ils étaient même protégés. Et puis il y a le phénomène d'imitation. C'est quoi un phénomène d'imitation? Quand vous voyez un voyou, et la société est patriarcale, il est viril, il part où il fait comme ça, il entre, il est respecté, il prend son coup de téléphone, il vous règle un problème, les gens l'imitent, c'est mon modèle. Donc tout ça fait que la société pense que la violence est une solution, soit d'une manière réactive, c'est-à-dire ils agissent, soit c'est dans le subconscient, après elle devient une réalité, ils pratiquent. Mais pour endiguer le phénomène, ce n'est pas les prisons comme dit le député. On n'indique pas un phénomène en emprisonnant les gens. On indique en enlevant toutes les sources des problèmes. Donc l'éducation... Il faut fermer les prisons? Non, je n'ai pas dit ça. Mais lui, il dit que
comment vous expliquer, c'est-à-dire il faut qu'ils rentrent, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à commettre la violence, ils sont nombreux. Il faut enlever la source de la violence pour que les Algériens puissent être comme tout le monde. Dans des pays civilisés, il y a de la violence. Mais ils essaient d'aller à source de la violence. Si c'est politique, ils essaient d'agir en conséquence. Si c'est économique, ils essaient d'agir en conséquence. Malheureusement, même dans les pays développés, maintenant, c'est le retour des populismes. Eux aussi, ils ont des problèmes. Mais en Algérie, nous connaissons les raisons de la... Mais comment expliquer cette faiblesse, ce sentiment d'impunité? Par contre, les politiciens, les syndicalistes, ils ne peuvent pas activer, hein, mais d'un autre côté, ceux-là, ils activent sur le terrain. On les voit dans les vidéos avec des épées et tout, mais... C'est quoi cette impunité? Ça vient d'où? Tu m'as rappelé quelque chose, merci. Cette image, justement, quand on montre des sabres, etc., elle a un double objectif. Le premier objectif, c'est de faire peur aux Algériens et leur dire, bah, écoutez, nous, le régime, ne vous inquiétez pas, nous avons des policiers, nous avons des militaires, on va s'en charger d'eux, ne vous inquiétez pas. Donc c'est rassuré et les gens ont tout simplement peur. Deuxièmement, c'est un message aussi à l'extérieur. Nous dit, vous savez, nous au pouvoir, tous ces gens, on les garde ici, on peut les gérer. Imaginons que des Algériens vont venir à l'étranger avec cette mentalité. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on les gère très bien. C'est une forme de sous-traitance. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, remarquez surtout ceux qui ne sont pas instruits ou ceux qui ne sont pas ouverts, quand ils partent à l'étranger, ils causent beaucoup de problèmes, c'est connu, etc. Réalité, donc, quelque part, c'est un message aussi, parce que maintenant, le monde est connecté. C'est pour dire que les Algériens, parce que le Hirak a donné une image d'Algériens pacifiques. Eux, ils veulent montrer des Algériens non pacifiques. Très bien, يعطيك الصحة سي محمد مزيان رحمون ريبريزونتون دو ريبونس انترناسيونال دو غارد لندن يعطيك الصحة ميرسي بوكو سي نصر تشودي تلميذ ديالك ما يعطيك الصحة ميرسي بوكو رونديفو لا سومان بروشين ان شاء الله et bien sûr je remercie beaucoup Lias Jbaili militant politique qui était avec nous à partir de Paris نكون نتمنى نشكر التصميمات قمنا كنا مكتوب يعني الحالة والصفرة حالة في قربي الخريط موتنا والاستفادة ربي إن شاء الله يمشوا من أفت مرتكينا تلميذ نون السلام عليكم ورحمة الله